Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. La question du jour, c'est quelle valeur a encore le vote? Est-ce que ça vaut encore quelque chose? Est-ce que le citoyen qui vote ou qui va voter a vraiment la parole? Bonsoir, Antoine Fontaine. Bonsoir, Jismir Amoudou. Et j'ai pensé à savoir comment j'avais commencé cette émission. Vous avez été assistant parlementaire. Oui, il y a quelques années, avec plusieurs députés. Oui. Voilà. À ce moment-là, le citoyen pouvait voter. Est-ce que le citoyen avait vraiment la parole à ce moment-là? Est-ce que le jeune Antoine Fontaine se disait, le citoyen a vraiment la parole? En tout cas, il y a cette croyance. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai voté, c'était en 1995. Voilà, je venais d'avoir 18 ans et j'écoutais. J'ai toujours été intéressé par la politique, si je puis dire. En tout cas, par le fait que la vie en société m'a toujours intéressé et motivé. Donc, j'écoutais avec beaucoup d'attention ces débats de l'époque. Et j'avoue que j'ai été beaucoup interpellé par le discours tenu par une femme qui parlait avec une telle vérité et une telle sincérité que sans savoir exactement finalement c'était pas le souci de l'appartenance politique et j'ai voté sans hésitation pour cette femme pour ce premier vote. Et d'ailleurs je crois que cette année-là elle avait fait son meilleur score. Il s'agit de Arlette Laguiller. D'accord. Arlette Laguiller, lutte ouvrière. C'était au-delà en fait de ce parti. Je dirais que il y avait une telle sincérité dans son discours et puis en même temps elle parlait de choses que moi en tant qu'individu je pouvais constater et vivre finalement, parce que j'habitais à l'époque dans une banlieue un peu reculée de la région parisienne et effectivement on voit l'état de la société déjà à l'époque. C'était le grand discours de Jacques Chirac qui parlait de fracture sociale et c'était une réalité déjà vécue, mais finalement lui ne faisait qu'en parler et Arlette Laguiller parmi d'autres habitants de la France le vivaient, cette fracture. C'est pourquoi je pose la question, parce que si on part du début, dans l'histoire de France, à partir du moment où les gens ont commencé à voter pour le maire, c'est à partir de la Renaissance, je crois, je n'ai plus les dates, je pense 15e, 16e siècle, on commençait à voir quelqu'un qui gérait un territoire. Et c'était le maire, le bourgmestre, voilà. Et ceux qui votaient, ils avaient le droit de voter parce qu'ils payaient quelque chose. Ils payaient un droit de vote. Déjà, pour avoir le droit à la parole, et juste pour mettre un bulletin, il fallait déjà payer. Avoir de l'argent, tout à fait. À cette époque-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le vote censitaire. Où pouvaient participer aux opérations électorales uniquement, effectivement, ceux qui avaient de l'argent, un certain niveau de vie, qui appartenait à une certaine classe, une classe sociale. Voilà. Et tout le monde, j'allais dire, surtout les paysans à l'époque, la plèbe n'avait pas vraiment accès à ça. D'abord, ils n'avaient pas les moyens pour le faire, et s'ils avaient les moyens, je pense que pour qui ils allaient voter, je suis pas sûr que le nom sur le papier était quelque chose que... Moi, je suis pas un historien ou un spécialiste de cette époque, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion dans mon parcours, dans mes études de droit, à m'intéresser à certains éléments historiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je dirais que dans l'histoire de France, souvent on renvoie à une image un peu grégaire, arriérée, toute la période, on va dire, qui est celle du Moyen-Âge. Et comme je m'étais intéressé à un sujet particulier qui sont les biens communaux. Les biens communaux, en fait, qui existent toujours aujourd'hui dans le Code civil français, mais même s'il tend à disparaître. Et quand on refait la recherche généalogique de ces biens communaux, on se rend compte que finalement, la commune,
est un échelon d'organisation territoriale qui remonte très loin dans l'histoire de France, et que ces communes, ces biens communaux étaient gérés dans un fonctionnement très démocratique en fait, parce que c'était les habitants attachés à un village qui géraient en commun différents éléments de nature, que ça soit les rivières, que ça soit les forêts, que ça soit des champs, etc. et tout, et démocratique dans le sens où même les femmes avaient le droit à la parole dans le fonctionnement de ces biens communaux. Et donc c'est assez surprenant de retrouver ça dans l'histoire de France, où on renvoie souvent à une image d'une société violente, complètement désorganisée. Et c'est vrai qu'il y avait finalement une confrontation entre les seigneurs et les populations villageoises, mais populations villageoises elles-mêmes qui étaient très organisées et dans un fonctionnement très démocratique, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'allais dire, par exemple, pour traverser un pont qui a été construit par tout un village, il fallait payer le droit de passage. Ça, ce sont les seigneurs ensuite qui ont instauré ce droit de passage. Parce que c'est vrai que pendant cette période-là, on est à un moment de transition en fait dans l'histoire de France. Pas que l'histoire de France d'ailleurs, je dirais dans toute cette période de l'histoire européenne, où on voit arriver la période de la Renaissance et la période de la Révolution, où tout se prépare dans un espèce de basculement où la propriété privée, l'appropriation collective, l'appropriation privée, d'un certain nombre de choses se fait dans un climat de conflit entre des seigneurs qui revendiquent une propriété sur des biens finalement qui appartiennent collectivement à la communauté villageoise. Et c'est vrai que c'est un moment de l'histoire assez intéressant, je trouve. Les seigneurs avaient le droit d'exiger parce qu'il apportait sa protection. Il a porté sa protection, mais ça s'est pas fait aussi simplement. Oui, je dirais, c'était pas aussi linéaire en fait, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, il y avait cette résistance villageoise. Et du coup, qui générait effectivement un certain nombre de conflits, mais qui étaient vraiment, quand on regarde ce fonctionnement des biens communaux, moi, je trouve que c'est assez remarquable, en fait, dans la façon que chacun, finalement, a la conscience que la préservation de ces biens sont nécessaires et indispensables à la survie de tous. Et donc, il y a vraiment cet esprit de solidarité et de partage à travers ces biens communaux et donc l'histoire de la commune. Mais le problème va se poser en France, heureusement ou malheureusement, c'est lorsque les couples qui ne sont pas mariés, c'est le partage des biens. La femme s'est toujours retrouvée, malheureusement, aussi bien au niveau de la loi qu'au niveau des traditions, s'est toujours retrouvée, malheureusement, à chaque fois, mal lotie. Peut-être que cette partie-là, c'est davantage dans une période peut-être plus récente, vers le XVIIIe ou le XIXe siècle, que finalement il y a eu une forme de régression dans l'égalité entre les hommes et les femmes, dans ce que l'on pouvait faire ou pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été aussi linéaire en fait dans l'histoire. Dès lors qu'on commence à s'intéresser à certaines périodes et qu'on va un peu dans le détail des choses, on se rend compte que c'est plus subtil. À partir d'un moment, les hommes ont quand même essayé de marginaliser la place de la femme au sein de la société. Et ce qui fait, même au niveau des votes, en France, il a fallu attendre 1944 pour que la loi soit votée et que la femme vote en 1945. Pour que la femme ouvre un compte sans autorisation de son mari, il a fallu un vote en 1964. Ça veut dire que il y a eu, de la part des hommes, regardez, pour que la femme soit sur les listes électorales, il a fallu attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir à partir des années 90 pour que la femme ait la même place que les hommes. Il y a aussi cette bagarre, dans la bagarre pour avoir la parole, il y a eu aussi la bagarre entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, je dirais, dans toute cette période de régression, la religion aussi qui a pris une grande part
dans le fait de réduire la femme, La place de la femme. la place de la femme, tout à fait, et que bon, malgré tout, il y a peut-être eu aussi un laisser-faire de cette situation, et c'est vrai qu'on est arrivé à chaque petit renoncement comme ça, à se retrouver dans des époques où la femme était, malgré le fait qu'elle soit une maman, qu'elle ait des compétences, qu'elle soit extrêmement intelligente tout autant que les hommes, avec beaucoup de capacités aussi intellectuelles, voire certaines de capacités financières, hein, on les a complètement minorisées. Et le combat des années 60, 70, 80, c'est tout un mouvement de libération. Au sortir de la guerre, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette bataille-là, elle a été encore plus forte. Et j'allais dire, la bataille entre hommes et femmes a été vraiment, j'allais dire, chacun a défendu sa place, son sexe, avec virulence. Quand on y réfléchit, après, on ramène ça à quelque chose qui relève plus du comportement biologique. Il y a cette volonté de domination, en fait, qui peut se retrouver chez beaucoup d'individus. Peut-être que nous l'avons génétiquement en nous, mais ensuite, je dirais que c'est le parcours, l'histoire personnelle, l'éducation qui influence beaucoup l'évolution d'un individu. Mais voilà, quand on est conditionné finalement et que dès l'enfance, on apprend aux hommes et aux femmes qu'ils ont une place différente, qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, etc., forcément, l'enfant lui-même n'a pas de recul nécessaire sur cette situation. Il est quelque part endoctriné dans un certain nombre de croyances dont il est compliqué de se défaire. Et ce qui est encore plus, j'allais dire, quand on avance là-dedans, au sortir de la guerre, hommes et femmes étaient vraiment ensemble. Il y avait plus beaucoup d'hommes non plus vivant à cette époque-là en Europe. Donc les hommes et les femmes étaient plus ou moins, je veux dire, soudés. Et il y avait de vraies batailles, j'allais dire, de société menées par les deux sexes. Ce n'est qu'après, j'allais dire, après 70, qu'on a commencé à regarder mai 68 en France, regarder les batailles syndicales, les hommes et les femmes dans les usines. Ça a été de vraies batailles ensemble. Après, on est revenu à une autre régression. On a trouvé de mettre la femme on a stoppé. Il a fallu des lois. On le voit par exemple au niveau des listes électorales pour les élections. La gauche a réussi à imposer que la femme ait la même place, autant de place que les hommes. Ils ont réussi effectivement à l'imposer et en même temps, je dirais que rien n'a été fait non plus pour permettre aux femmes de prendre des responsabilités, parce qu'on peut très bien mettre sur le papier effectivement tout un tas de droits, et c'est en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui, sans que on mette les conditions nécessaires à l'exercice de ces droits. Et dans la mesure où les femmes encore, hein, j'ai l'impression aujourd'hui, sont toujours enfermés dans ce rôle de maîtresse de maison, ouais, dans ce rôle de l'éducation des enfants. Et donc, forcément, cela prend énormément de temps. Elles font un travail considérable, toutes ces mamans, et que finalement, même si elles ont cette volonté, ou elles ont des compétences et cette volonté de pouvoir exercer un certain nombre de talents ou de compétences, on voit bien que les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent le faire, parce que c'est souvent la femme qui se sacrifie dans le couple pour la carrière professionnelle du monsieur. Oui. Parce qu'au sortir des années 60, c'était l'image. La femme à la maison, la femme gardienne du foyer, c'est la femme qui portait tout ce qui était maison, les enfants, et le monsieur, ça c'était vraiment une image qu'on a construite. On voyait ça dans les publicités. Le monsieur revenait le soir avec soit sa petite mallette avec des outils, soit avec son attaché-caisse, et cette image-là a été vendue et exploitée au maximum. C'est pas qu'on voulait que la femme soit à la maison, mais ça permettait aux entreprises de fonctionner. Ça permettait aux entreprises de fonctionner, et puis je dirais aussi que
quand on y réfléchit, finalement, elles ont joué dans l'éducation un rôle fondamental et qui a permis de cimenter aussi la société, parce que on se rend compte aujourd'hui que les deux parents travaillant, en fait, la responsabilité de l'éducation des enfants est souvent laissée à des personnes qui sont étrangères à la famille. Oui, mais Souvent... on a commis une erreur. On n'a pas reconnu la femme dans ce rôle-là. On l'a pas reconnue en tant que socle du foyer. On l'a vraiment mis en disant, ah, la femme à la maison, la femme au foyer, la femme à la cuisine. C'était des images dégradantes. Ben, on a minoré l'importance en fait de ce rôle parce que dans la transmission, je dirais, d'un certain nombre de valeurs, il est évident que la femme avait un rôle prépondérant et qu'elle permettait de cimenter ces valeurs de respect dans la société, ces valeurs d'éducation qu'on pouvait transmettre à ses enfants. On voit bien aujourd'hui le fait que ces valeurs sont complètement en perdition et on voit bien l'état de la société dans l'irrespect qu'on peut manifester, je dirais au premier rang desquels la classe politique elle-même qui est irrespectueuse. Et voilà, de se dire que finalement, ce rôle, il doit être reconnu. Alors, peu importe, je dirais, le parent aujourd'hui qui assure ce rôle dans un foyer, que ce soit le père ou la mère, mais on se rend bien compte finalement que pour une famille, pour des enfants, pour qu'ils puissent avancer dans la vie, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'un certain cadre et d'une certaine rigueur qui a aujourd'hui complètement volé en éclats. L'enfant est devenu quelqu'un de roi qui, à la limite, a un pouvoir de décision plus important que ses parents eux-mêmes, et ce qui fait qu'on est complètement perdu dans cette société, et on voit bien aujourd'hui toutes les incivilités, toute la délinquance, enfin, tout ça est un peu lié quand même malgré tout dans cette évolution. Ce qui va nous amener à cette question que je me pose, aujourd'hui, est-ce que le vote finalement donne vraiment la parole aux citoyens? Est-ce que le vote a encore une valeur? Est-ce qu'on donne vraiment la parole aux citoyens? Le vote, il a une valeur et on lui donne vraiment la parole à ce moment-là. Ce sont les élus peut-être qui n'ont pas de valeur et qui ne savent pas tenir leur parole, parce qu'on se rend bien compte qu'on a un pouvoir, on a un petit bout de papier qui a un pouvoir impressionnant et qui peut changer beaucoup de choses. Sauf qu'on a aujourd'hui une espèce de dévoiement de la classe politique, même je dirais en général un niveau de corruption qui est considérable, ce qui fait que finalement c'est cette classe politique aujourd'hui qui n'a plus de parole. Qui n'a plus de valeur, qui est décrédibilisé vis-à-vis des électeurs, et alors que le vote lui-même, il a toujours un sens. C'est-à-dire que dans une société, il faut bien déterminer des règles de fonctionnement. Peut-être que cette règle, le vote, n'est pas une règle parfaite, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et d'être un moyen de permettre de désigner des représentants. Mais c'est ensuite, je dirais, le rapport qu'il y a entre les citoyens et leurs représentants qui doit être interrogé, parce que finalement nos élus ne se sentent aucune obligation de résultat et de tenir aussi leurs engagements. Est-ce que si demain on comptabilise le vote blanc dans les résultats, est-ce que ça peut changer quelque chose? Parce que le problème, c'est que le vote blanc n'a aucun intérêt aujourd'hui. On vote blanc pour être bien avec soi-même et être en harmonie avec soi-même. Mais si demain, l'État décide de comptabiliser le vote blanc, est-ce que ça peut changer quelque chose? J'avais lu il y a quelques années un essai dont le nom m'échappe complètement sur une histoire qui se passait au Portugal où il y avait à un moment donné l'élection et que plus de 80% de la population s'était mise à voter blanc. Et donc là, du coup, toute la classe politique était devenue dans un état de fébrilité, d'affolement, etc.
grosse crise. Le vote blanc, il exprime quelque chose, il exprime, si vous voulez, le fait de ne pas se reconnaître dans l'offre politique. Aujourd'hui, il n'est pas pris en considération dans les votes exprimés. Mais est-ce que demain, le fait de le prendre en considération, ça changera quelque chose? Moi, je n'en suis pas certain, parce que quand on voit aujourd'hui, d'ores et déjà, le niveau d'abstention qui existe, parce que, justement, si on prenait en compte le vote blanc, peut-être qu'il y aurait moins d'abstention. Peut-être que les gens viendraient dire on ne veut pas de vous. Déjà, je dirais que le niveau d'abstention aujourd'hui, il pose un souci fondamental dans le fonctionnement de régimes qui se revendiquent d'être des démocraties. Quand vous avez aujourd'hui plus de la moitié des électeurs qui ne se déplacent pas pour aller voter, et quel que soit le scrutin, quelle légitimité réelle ont les personnes qui sont élues? Et donc, ça ne suscite aucune réflexion aujourd'hui. Quand il y a 30% de personnes qui votent, alors que 70% ne viennent pas, est-ce qu'ils sont légitimes? Ils ne sont pas légitimes, mais est-ce que ça interpelle pour autant les élus qui se sentent la légitimité de prendre tout un tas de décisions qui ont des conséquences pour le moins notables sur la vie et le quotidien des habitants d'un territoire ou de tout le pays? Et donc, ne serait-ce que déjà cette réflexion aujourd'hui par rapport à ces élus qui sont aux responsabilités, ils ne se la posent même pas. Ils revendiquent leur élection pour décider que finalement, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que peut-être que le vote blanc, il peut avoir un impact différent, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, l'abstention ne suscite même pas la réflexion de nos élus. Et même, j'irais, pour aller plus loin un peu dans l'analyse historique, si je ne me trompe pas, c'est Raffarin, qui à l'époque était Premier ministre, a fait sauter le verrou du seuil de participation obligatoire pour les élections locales et municipales. C'est-à-dire qu'avant, en France, il y avait un seuil de participation qui était obligatoire pour considérer qu'une liste était élue. À partir du moment où on fait sauter ce verrou-là, déjà on a conscience que l'abstention est en train d'augmenter. Et donc on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi cette abstention, elle augmente. Et la réponse des politiques, ça a été de dire, on enlève le seuil de participation, comme ça ils n'ont même plus de questions à se poser eux, et ils peuvent continuer à exercer leur mandat tranquillement. On a un système électoral aujourd'hui qui fonctionne sans les électeurs. Je terminerai là-dessus. Et je reviendrai sur l'évolution du scrutin pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les citoyens aient vraiment la parole. Merci Antoine Fontaine, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène, je vous dis à bientôt.